That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station. On a le professeur Bouillou. Professeur, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, vous rapprochez du micro légèrement, voilà, pour on aura une meilleure qualité sonore. Alors, vous êtes président du comité scientifique Covid-19. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique de réunir et d'assembler toutes les connaissances scientifiques qui existent sur tous les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques, de prise en charge de la maladie à coronavirus. Et de conseiller le gouvernement d'informer le gouvernement et de le conseiller sur ces questions afin qu'il puisse prendre en charge les mesures pour les stratégies de lutte contre cette pandémie. Comment, à l'heure actuelle, quelle est la situation exacte du Covid-19 dans notre pays? Et ensuite, si vous pouviez nous expliquer simplement comment se fait un test, en fait? Comment se déroule le test? Je pose cette question parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des tests antigéniques et il y a des tests que tout le monde connaît qu'on appelait des tests PCR. Donc tout ça, en fait, on est un petit peu perdu. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Alors nous sommes en flambée épidémique, en deuxième vague. C'est-à-dire qu'après la première vague qui a débuté par l'introduction du virus au Gabon, l'importation du virus par le cas qu'on a appelé cas 0 en mars 2020, on a observé une augmentation du nombre de cas, puis une diminution. Voilà, une diminution à partir du mois de juin pour arriver en fin août, début septembre, à un nombre de personnes contaminées et détectées positives inférieur à peu près à 20 par jour. Donc, il s'agissait de la première phase qui s'est donc suivie d'une phase d'accalmie. Ensuite, lors de la reprise des activités, parce qu'au cours de cette première vague, toutes les mesures ont été prises, notamment un confinement total, un confinement suivi d'un confinement partiel, l'arrêt des activités non essentielles. Il s'est ensuivi, donc, comme je disais, à la reprise des activités, l'ouverture la reprise des cours entre septembre et octobre. On a commencé à observer en fin octobre, début novembre, une augmentation progressive des cas. Et cette augmentation progressive s'est continuée jusqu'à maintenant. Alors, à titre d'exemple, en fin décembre, on était à 355 cas pour le mois de décembre. Et en janvier, je pense qu'on était à 1155 cas. Et je pense qu'on a atteint les 2000 cas hier, à peu près, juste pour entre le 1er février et le 18 février. Alors, et parlons des tests. Donc, alors, la différence en ce qui concerne les tests, alors, les virus sont les agents pathogènes ou les agents infectieux les plus difficiles à détecter. Donc, on utilise des tests moléculaires. Donc, on amplifie en fait le génome, une partie du génome du virus, de l'ADN, afin de pouvoir le détecter. C'est le moyen le plus sûr de mettre en évidence le virus. Et ce sont ces tests qui sont les tests de référence, les tests RT-PCR, qui sont les tests de référence. Alors, comment ça se déroule? En fait, il faut aller chercher le virus, on va dire vivant, on met le virus là où il se loge. Alors, vous savez qu'on se contamine par des gouttelettes nasales ou des gouttelettes de salive qui sont émises lorsque l'on tousse, lorsque l'on éternue, lorsque l'on parle fort, lorsque l'on crie ou qu'on chante. Alors donc, on respire ces gouttelettes. Ou alors, lorsqu'on on touche des objets souillés, on met les mains dans la bouche, on se contamine aussi au niveau de la bouche. Donc, bien évidemment, les gouttelettes sont localisées au niveau du nez, dans les narines et au niveau de la gorge. C'est pour ça que vous remarquerez qu'on utilise un écouvillon, ce long coton-tige qu'on introduit parce qu'il y a une communication entre le nez et la gorge. Normalement, même si on ne se contamine pas par la gorge, lorsque l'on inspire, lorsqu'on a ce virus au niveau des narines, il descend, d'accord, au niveau de l'oropharynx avant de gagner les poumons. C'est pour cela que les narines, donc le nez, des couvillons au fond du nez, bien au fond du nez, ou au niveau de la gorge, le prélèvement se fait à ce niveau. On a plus de chances de retrouver le virus.
Et donc, lorsqu'on prélève, ce coton-tige est mis à l'intérieur d'un tube qui contient un milieu de transport qui permet... Les virus sont très fragiles à l'air libre, normalement, et donc qui permet de le conserver et de le transporter jusqu'au laboratoire. Au laboratoire, on va extraire l'ADN, le génome du virus. On va extraire l'ADN qui existe dans le prélèvement. Et ces ADN qui existent dans le prélèvement, on va utiliser des amorces ou des sondes spécifiques du virus, du SARS-CoV-2. Et si justement, au cours de la manipulation au laboratoire, à l'aide donc de la technique, à l'aide de la PCR, on arrive à retrouver, s'il y a du virus, on va pouvoir amplifier l'ADN spécifique du virus. Ça, c'est pour les tests RT-PCR. Pour les tests antigéniques, le principe est le même pour le prélèvement. Sauf que les tests antigéniques mettent en évidence une partie du virus. D'accord. On utilise donc en fait, à l'aide de ces tests antigéniques, sur une bandelette qui est mise dans une cassette, une petite cassette. Il s'agit comme un petit test de grossesse en fait. On va prendre le prélèvement. On va estimer que la partie du virus qui va être identifiée est un antigène. Et donc sur cette cassette, il y a une espèce de bande en nitrocellulose, comme un petit papier, imbibé d'anticorps en fait. Ces anticorps sont spécifiques du virus. Ils sont là pour reconnaître l'antigène, donc la partie du virus qu'on est censé porter lorsque on a le virus, donc que l'on est censé retrouver dans le prélèvement. Et c'est leur particularité, c'est qu'à l'instar de la PCR, qui, elle, nécessite 4 à 6 heures pour la réalisation, parfois plus, ces tests antigéniques peuvent donner un résultat en 15 à 30 minutes. Simplement, comme tout ce qui concerne le coronavirus 2019, le SARS-CoV-2, tous ces moyens diagnostiques ont été développés très, très rapidement afin de pallier justement afin de répondre en fait rapidement. Une riposte rapide. Une riposte rapide. Et donc, les tests antigéniques sont moins sensibles que la PCR. C'est-à-dire que lorsque la PCR est positive, un test antigénique peut être négatif. Et les tests antigéniques, ils ont justement parce qu'on vient de les mettre en point et qu'ils ne sont pas complètement au point, ces tests antigéniques ont une indication bien précise. Lorsqu'on n'a pas de symptômes, même lorsqu'on est infecté, lorsqu'on n'a pas de symptômes, on a une charge virale, une quantité de virus très faible. Voilà. Alors que lorsqu'on a des symptômes, notamment au début de la maladie, et qu'on est très contagieux, on a une charge virale plus élevée. Ça permet donc à ce moment-là, les 4 premiers jours des symptômes cliniques où la charge virale est très élevée, c'est à ce moment qu'il est idéal de réaliser le test antigénique et qu'on a plus de chances, près de 98% de chances de détecter un patient réellement positif. Professeur, si vous le faites après ou avant, j'insiste parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Si vous le faites chez un patient qui n'a pas de symptômes cliniques, la charge virale étant très faible, le risque, c'est que le test soit négatif. Alors que même quand on n'a pas de symptômes cliniques et qu'on a une charge virale faible, on contamine, on est contagieux. Voilà. Si on le fait aussi après les 5 jours, 7 ou 8 jours, la charge virale est redescendue. Et donc là aussi, on risque d'avoir beaucoup de faux négatifs alors que l'individu est infecteux et incontagieux. Donc voilà la spécificité de ces deux tests. Juste pour mettre de côté un flou et une information qui circule, docteur, je peux vous appeler docteur. Aujourd'hui, on sait que les tests sont valables 7 jours au Gabon. C'est-à-dire que on sera donc tous emmenés à en faire régulièrement, surtout si on est dans des postes ou dans des emplois qui nécessitent qu'on en fasse régulièrement. Les couvillons, vous l'avez dit vous-même, ce long coton-tige est présenté comme quelque chose qui peut endommager ou présenter des dangers pour la personne qui n'arrête pas de faire des tests. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce une fake news? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point-là? Moi, je crois que j'ai déjà fait plus de 20 tests. Donc, j'ai eu plus de 20 prélèvements et je n'ai rien c'est vous, professeur. J'ai vu quelqu'un. Je n'ai rien de particulier. Une fois que le coton était sorti, c'était du sang. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je dis. Il y a maintenant des personnes qui ont ce qu'on appelle une hypertrophie des cornets, etc. Et là, justement, cette spécificité fait en sorte que
effectivement, ça crée une inflammation plus importante et les gens saignent plus fréquemment. Il est clairement établi que lorsque quelqu'un saigne beaucoup ou lorsque quelqu'un a une inflammation, lorsqu'on lui fait le prélèvement par écouvillonnage nasopharyngé, je crois qu'il serait plus judicieux d'éviter les tests autant que faire se peut, mais la condition pour éviter les tests, c'est de ne pas en avoir besoin. Et pour ne pas en avoir besoin, il faut se protéger. Voilà. Alors, que vous avez indiqué dès le départ que nous sommes en train de vivre ce qu'on appellerait la seconde vague. Sauf qu'il y a quand même un souci, c'est celui de savoir s'il y a des indicateurs scientifiques qui vous permettent de pouvoir déterminer le moment de la première ou le moment de la seconde vague. Est-ce que ça existe? Alors, c'est ce qu'on appelle en fait des pics en termes de prévalence, c'est-à-dire de nombre de cas ou de nombre de nouveaux cas. Voilà. Justement, ce que je disais, on a commencé par le cas 0 en mars 2020 et on a augmenté, on a eu un pic en fin mai, début juin, où on a eu un jour où on a eu près de 1000 cas, on a atteint. Voilà. Et ensuite, le nombre de cas journaliers, la prévalence, a diminué progressivement, comme je vous le disais, pour être en dessous de 20 par jour. Voilà. Donc, et on est resté sur cette phase en plateau entre fin mi-septembre et fin octobre. Voilà. Et ensuite, on a eu encore une autre ascension de cas. Donc, vous voyez, c'est comme si on faisait deux cloches. On fait une première cloche, on a un pic, et puis ça reste plat, et puis ça reprend. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de vague. Et donc, oui, on est en deuxième vague, parce que justement, comparativement à la période de mars à avril, on a observé un doublement, par exemple, un taux de doublement du nombre de cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 cas, et puis lorsqu'on passe à 4 cas, on s'est rendu compte que le doublement du nombre de cas était très rapide. En une semaine, on est passé d'une 50aine de cas à 180, 200 cas. Et ça continue d'augmenter. La semaine dernière, on était à 400 cas. On a eu 2 jours au cours desquels on a eu 400 cas. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur, lorsqu'on essaye un peu d'évoluer dans l'observation même de la gestion de la crise au Gabon, est-ce que depuis un an, on peut imaginer un certain taux de séroprévalence au niveau du Gabon concernant le coronavirus à ce jour? Écoutez, il y a forcément de la séroprévalence. Le virus a circulé, d'accord? Toutes les personnes contaminées déjà n'ont pas toutes été dépistées parce qu'elles n'ont peut-être pas toutes été malades, elles ne sont pas allées se faire tester. Donc, effectivement, on pense il existerait un certain niveau de séroprévalence. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce n'est pas très cette séroprévalence, ce taux de séroprévalence ne serait pas très élevé. On pense qu'il serait inférieur à 30%. Voilà. Est-ce que ça peut inclure quand même une certaine immunité collective? Alors non. Pour l'immunité collective, on estime qu'il faudrait qu'il y ait au moins 70% de la population qui était en contact avec le virus. Voilà. 70% de la population. Professeur. Et c'est ce qui se passe. Il y aurait une immunité collective, on n'assisterait pas à la deuxième vague. Et on sait aussi aujourd'hui que le taux d'anticorps neutralisant qui attaquerait le virus, si on veut parler en langage profane, qui attaquerait le virus si on se réinfecte, chez un patient qui a été déjà infecté, ce taux d'anticorps, il est au plafond à la fin, les quelques jours après la maladie, les symptômes, mais que ces anticorps durent à peu près 3 mois. À 6 mois, on n'en retrouve pratiquement plus. Donc on peut refaire la maladie et faire des formes graves. Il y a des cas de réinfection. C'est très peu décrit, mais il y en a. Et ces cas de réinfection, pour certains, sont plus graves que la première infection. Ça, il y en a qui ont été décrits. Il y en a même il y a quelques personnes qui sont décédées après une réinfection. Professeur, est-ce qu'on peut être contaminé sans faire la maladie? Absolument. Alors, on dit, je prends un exemple, sur 100 personnes infectées, contaminées, vous allez en avoir 20 qui vont faire une forme grave, qui vont avoir des troubles respiratoires. Parmi ces 20, vous pourrez en avoir 7 à 5 qui vont en réanimation. Et parmi ces 7 à 5 qui vont en réanimation, 2 vont en décéder.
Après, les 80 autres, ils vont faire soit un syndrome grippal, soit une perte de l'odorat, soit une perte du goût, soit une fièvre, une petite toux. Et 30 à 40% qui n'auront jamais de symptômes. Ils vont rester contagieux, mais ils n'auront jamais de symptômes. Ce sont en fait ceux-là qui ne se savent pas malades parce que ils n'ont pas de symptômes, qui eux continuent à transmettre le virus. À ce moment-là, comment on agit de façon on va dire scientifique pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir un chiffre global ou faire en sorte que la majorité de la population puisse, par exemple, être en mesure, soit testée pour permettre à ce qu'on résolve un tout petit peu ce problème. C'est encourager le dépistage de masse. C'est vraiment encourager le dépistage de masse. Je pense qu'au départ, on avait... le président de la République, son Excellence, le président de la République a fait mettre en place des nombreux sites de dépistage. Il en avait 60 dans le pays. De cette autre au cours de la première phase. Vous dites qu'il y en avait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas? Écoutez, c'est toujours le cas, mais il y en a peut-être plus. Parce que ça, c'était au début de l'épidémie. D'autres ont ouvert, d'accord? Et on encourage maintenant la plupart des structures sanitaires à avoir notamment des sites de prélèvement. Mais quand je parle d'y en avait, c'est parce qu'en plus de ces 60 sites de dépistage, il y a quelques mois, le ministre de la Santé a décidé de mettre en place des équipes mobiles qui se baladent dans les carrefours de certaines villes pour aller prélever des volontaires afin de savoir quelle est justement la circulation du virus au niveau communautaire. Donc, en plus de ces sites de dépistage qui sont des sites fixes, qui sont des structures sanitaires, il y a aussi ces équipes mobiles qui se déplacent. Donc, voilà, je pense que c'est le seul moyen de savoir, d'avoir le maximum de contaminés et des personnes infectées et de pouvoir les prendre en charge. Professeur, vous avez parlé on peut dire de la typologie sur un échantillon de 100 personnes, de personnes comme elles réagiraient à la maladie. J'ai envie aussi de vous parler de quelque chose qui circule, qu'on a tous entendu et qui est devenu une certaine vérité dans la tête de tout le monde, jusqu'à ce qu'on se rende compte que dans les établissements scolaires, il y avait des enfants qui étaient positifs et qui étaient malades du Covid-19 avec parfois une cinquantaine ou une centaine de cas contacts. Quelle est la situation exacte des enfants lorsqu'on parle de Covid-19? Et par enfant, je parle de 0. Bon, ils sont au collège, on va même prendre les ados. De 3 ans à plus qu'on de 0 à 18 ans, on va dire. Quelle est la situation de cette population, de manière claire? Alors, de manière claire, cette population est moins fréquemment infectée. Ça, c'est très clair. Le coronavirus, c'est un virus qui se transmet beaucoup plus chez les personnes qui sont en activité et donc une vie active. Donc, en général, on va dire que c'est à partir de 30, dans les tranches d'âge de 30 à de 30 ans en montant, dans ces tranches d'âge, le nombre de personnes infectées est très élevé. Cependant, il y a des adolescents de plus en plus, des jeunes, des adultes jeunes et des adolescents qui sont de plus en plus infectés, et aussi des enfants. Il faut quand même comprendre qu'un adulte, nous sommes tous des pères et des mères de famille, une personne qui est infectée et qui a des enfants a une plus grande probabilité de transmettre le virus à ses enfants. Heureusement, les enfants développent très rarement des formes graves. Ils font des symptômes cliniques, mais ils développent très très rarement des formes graves. Pour la majorité, ceux qui ont développé des formes graves, ils avaient déjà une pathologie coexistante qui a fait en sorte qui les a rendus plus vulnérables en fait au virus. Les décès chez les enfants sont rares et la proportion d'enfants infectés est plus faible chez les plus jeunes. On arrive donc, docteur, à cette question de variants. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de ce terme. On nous parle de variant britannique, on nous parle de variant sud-africain. Et le ministre de la Santé, d'ailleurs, a annoncé l'arrivée du variant britannique au Gabon. Qu'est-ce que c'est exactement un variant et comment on fait pour le détecter? Est-ce que même dans les symptômes, il y a une différence entre moi qui aurait le SARS-CoV-2 classique et Mosley qui aurait le variant britannique, par exemple, sud-africain, ou brésilien, ou maintenant new-yorkais. Voilà. Alors, les virus ont cette caractéristique de muter. C'est leur instinct de survie qui les amène à muter.
Parce que nous aussi, notre instinct de survie, qui sommes infectés par le virus, notre système immunitaire nous défend contre ce virus. Donc, notre système immunitaire s'active pour nous défendre contre le virus, produit des anticorps. Donc, pour échapper à ce système immunitaire et continuer à se multiplier, lorsqu'il se multiplie, à un moment donné, l'information génétique et le matériel génétique que le virus mère donne au virus fille est modifié de telle sorte qu'il va échapper. C'est déjà naturel chez le virus, mais ça lui permet aussi d'échapper au système immunitaire. Donc, lorsqu'il y a une perte d'information génétique ou au contraire une information génétique additionnelle, mais c'est souvent une perte d'information génétique, il y a 3 conséquences chez le virus. Soit elle n'entraîne rien, c'est-à-dire que le virus, cette perte d'information n'entraîne rien dans ses aptitudes à infecter, à se reproduire. Soit cette perte d'information est délétère pour le virus, il ne peut plus se reproduire. Soit cette information génétique rend le virus, donne des caractéristiques supplémentaires au virus qui lui permettent de survivre encore mieux que les fois précédentes chez les individus précédents. Et donc, toute cette perte de matériel génétique fait en sorte qu'on a des nouvelles versions du virus. Et ces nouvelles versions, ce sont des mutants ou des variants. Les variants dont on parle, il y a déjà eu à peu près 4000 variants. Le virus a déjà muté, 4000 fois. Oui, 4000 fois. Voilà. Cependant, nous ne nous sommes pas intéressés aux autres fois parce que, tout simplement, ces autres fois n'avaient aucune conséquence sur l'épidémie, donc chez nous, les hommes. Le virus, le variant britannique, a été découvert parce qu'il est plus contagieux. Voilà. Il permet au virus, la mutation qui existe, donc la perte du matériel génétique, le changement de la modification du matériel génétique, permet au virus de mieux pénétrer les cellules de l'homme, de se multiplier plus rapidement. Ce qui s'entend, ça fait en sorte que les personnes infectées sont plus contagieuses. Une personne avec le virus classique, comme vous disiez, le virus sauvage, une personne infectée pouvait infecter 2 à 3 personnes, 4 personnes. Avec le variant, cette personne peut en infecter 7, 10. Est-ce que l'environnement influence sur cette mutation? Pas vraiment. C'est d'abord une caractéristique du virus et c'est plutôt notre système immunitaire, comme je dis. C'est l'environnement des individus infectés qui peut justement influencer cette mutation. Par exemple, on dit que le virus, l'un des mutants, l'un des variants, serait survenu parce que le virus a infecté les cellules d'un immunodéprimé. Vous savez que les immunodéprimés, leur caractéristique, c'est d'avoir des défenses immunitaires faibles. Comme les défenses immunitaires étaient faibles chez cet immunodéprimé, c'est une des théories, le virus, lui, il a eu le temps, on va dire, il s'est amusé. Il a eu le temps de changer de version de telle sorte qu'en partant de chez cet immunodéprimé qui a contaminé quelqu'un d'autre, il n'avait plus le même virus. C'est l'une des théories de l'un des variants. D'accord. Voilà. Mais il se trouve que, ça c'est ma dernière question, il se trouve que votre organe est celui qui conseille, on va dire, le ministère de la Santé, en partant le gouvernement, et qui influe sur les décisions qui sont prises pour pouvoir gérer la crise du coronavirus dans notre pays. Ma question aujourd'hui, quelle est votre appréhension, enfin, comment vous appréhendez l'attitude de la population par rapport aux mesures qui sont engagées par le gouvernement? Alors, le non-respect des mesures et le déni de la maladie, je pense que ce sont l'une des causes de la deuxième vague, de la flambée épidémique que nous observons. Le virus, il est transporté par les hommes. Ce sont nous qui le transportons. Ce sont les hommes aussi, nous, qui lui permettons de s'éliminer sans pour autant qu'il soit transmis. Lorsqu'on parle de confinement ou de quarantaine d'un individu, en fait, on met la personne infectée en quarantaine, mais la vérité, c'est qu'on confine le virus. On confine le virus à l'intérieur de l'individu parce que chez tout individu, normalement, dans la grande majorité des cas, à peu près en 10 et 21 jours, le virus va s'éliminer progressivement et disparaître et mourir. Et on n'est plus contagieux, d'où le confinement. Cette attitude donc de ne pas respecter les mesures barrières alors que dans la majorité des cas, on ne se sait pas infecté, et alors qu'on l'est, fait en sorte qu'on continue donc à contaminer les autres. Ne pas se faire dépister alors qu'on a des symptômes fait en sorte que, dans son entourage, on ne se fait pas dépister, on a un déni, on dit que ça n'existe pas, on va traiter un paludisme, une grippe, etc. Ça met en danger notre entourage. Donc, c'est un petit peu ça qui
entretient. Donc la hantise avec le variant est la même. Hein. Ce variant qui est plus contagieux, hein, ce variant, ça veut dire que si on continue dans nos attitudes de non-respect des mesures barrières et de déni de la maladie et le fait de ne pas aller se faire dépister lorsqu'on se sent malade, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va contaminer beaucoup plus de personnes. Déjà, on peut vous dire que l'augmentation exponentielle des cas qu'on observe maintenant, elle est plus rapide que celle qu'on a observée au cours de la première vague en mars et juin. Et ça entraîne plus de cas, veut dire plus de patients hospitalisés, plus de malades en réa, et donc un risque de décès, et surtout un risque de saturation des hôpitaux, avec bien évidemment des problèmes logistiques tels que le risque de manquer d'oxygène, parce que si on a de l'oxygène pour 200 personnes et qu'on a 400 personnes par exemple qui en ont besoin, vous comprenez bien qu'à un moment donné, il sera impossible, on va avoir, ce sera à l'origine d'une létalité importante. Docteur, je vais vous présenter mon dernier point, en fait, qui n'est pas une question et qui tient en 2 mots à peine, le vaccin. Un avenir qu'on espère très proche et qui va peut-être permettre de casser la chaîne de transmission, enfin. D'accord, merci. Je rappelle qu'on recevait le professeur Bouillou à côté de Marielle, qui est président du comité scientifique Covid-19. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi pour votre invitation. Start Fresh Morning.